démocratique du Congo, Angola, Rwanda aura bel et bien lieu ce dimanche 15 décembre avec la participation annoncée des chefs d'État de ces trois pays. Cette rencontre tripartite s'inscrit dans le cadre du processus de Luanda, un processus mis en place par l'Union africaine depuis près de 2 ans et soutenu par les Nations unies. Il vise à trouver une solution pacifique et diplomatique à la guerre d'agression que mène le Rwanda en territoire congolais avec les RDF et les troupes terroristes d'IM-23. Les premières délégations des deux pays se trouvent déjà à Luanda, en Angola. Il est prévu ce samedi soir une première rencontre au niveau du ministre des Affaires étrangères des trois pays. Les discussions devraient porter entre autres sur les formats de participation, c'est-à-dire le nombre de personnes qui accompagneront les trois chefs d'État, le déroulé de la rencontre ainsi que le détail protocolaire. Ce soir, on connaît déjà les cadres qui vont abriter cette tripartite. Il s'agit du palais présidentiel de Luanda. La médiation angolaise se garde jusqu'ici de préciser s'il y a un accord à signer et surtout quelle en est la nature. Au cours de la première réunion de prise de contact entre la délégation de Kinshasa et la présidence angolaise, la délégation présidentielle de la République démocratique du Congo a fait savoir ses premières observations sur les projets des programmes sans livrer les moindres détails. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, ainsi que le haut représentant du chef de l'État chargé du suivi de ces processus, Sumbu Mambu, arrivés ce matin, participeront à cette réunion ministérielle préparatoire prévue en fin de journée. Quelques membres du gouvernement, de la RDC et autres experts sont aussi attendus à Luanda. D'ici la fin de la journée, nous en saurons un peu plus sur les scénarios de la rencontre de ce dimanche entre les trois chefs d'État de la RDC, du Rwanda et de l'Angola. Des avancées significatives ont été enregistrées dans la modernisation de l'administration publique, des réformes saluées par les chefs de l'État lors de son dernier discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. En voici un extrait. La modernisation de la fonction publique demeure un pilier essentiel de nos réformes pour renforcer la gouvernance et améliorer l'efficacité de l'administration publique. Un État fort et prospère repose sur des hommes et des femmes intègres, porteurs d'un sens élevé du devoir. La qualité de ses ressources humaines est le socle de son efficacité, car c'est à travers elles que l'État agit, inspire le respect et se rend utile. Je tiens à exprimer ma satisfaction pour les avancées réalisées depuis le début de mon premier mandat dans le domaine de l'administration et de la fonction publique. Parmi les progrès significatifs, je citerai l'identification biométrique des fonctionnaires, qui a permis pour la première fois dans l'histoire de notre pays de publier des annuaires alphabétiques et numériques des agents des services centraux et des divisions urbaines de Kinshasa. Cette initiative, qui s'étendra à toutes les catégories socio-professionnelles, vise une meilleure maîtrise des effectifs et de la masse salariale, tout en éliminant les doublons, les agents fictifs et les abus qui saignent nos finances publiques depuis des décennies. La rationalisation des services publics, avec la fixation progressive de cadres et structures organiques pour supprimer les chevauchements et les conflits d'attribution, optimisant ainsi leur fonctionnement, la fluidification des départs à la retraite, soutenue par un nouveau système de sécurité sociale attractif et efficace. Plus de 10 900 départs à la retraite ont été enregistrés durant le premier quinquennat, avec une programmation d'au moins 10 000 départs annuels. Cette démarche apporte dignité et reconnaissance aux anciens serviteurs de l'État. L'alignement des fonctionnaires non mécanisés, grâce auquel plus de 171 000 agents, parfois en service depuis plusieurs décennies, ont été intégrés au système de paie. L'amélioration des conditions socio-professionnelles par le renforcement du dialogue, la discipline, la dématérialisation des procédures, les promotions en grade, la refonte du cadre juridique et l'amélioration progressive des salaires et des conditions de travail.
Ces réformes traduisent notre engagement à bâtir une administration structurée, capable d'offrir des services publics de qualité. La prochaine étape consistera à mettre en place une nouvelle politique salariale, juste et équitable, garantissant à chaque agent, où qu'il se trouve, un salaire digne et en adéquation avec sa catégorie d'emploi et ses mérites. C'était hier vendredi, la tradition a été respectée. Le président de la République a présidé le Conseil des ministres. Le compte rendu avec les ministres de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le président de la République a été saisi au sujet de l'absence de concertation dans la réalisation des initiatives d'infrastructure, notamment entre, d'une part, les gestionnaires du réseau routier et de voirie, en l'occurrence l'Office des routes et l'Office de voirie et drainage, d'autre part, les agences d'exécution de projets, à savoir l'Agence congolaise de grands travaux, le Bureau central de coordination, la cellule infrastructure et les exécutifs provinciaux, au sujet des choix stratégiques, les axes routiers et les voiries urbaines à financer. Ces déficits, a-t-il déploré, a pour corollaire une discordance inflationniste des prix pour des bâtiments et travaux à réaliser pourtant par le même État, les manques de rigueur dans les contrôles des travaux, le non-respect des délais d'exécution, l'absence des normes relatives aux différents types d'interventions sur les réseaux ainsi que le coût associé, le manque de suivi efficace et de coordination de travaux, la non-réalisation d'économies d'échelle et des performances de la dépense publique, les risques de surfacturation de travaux, etc. Face à ces constats désolants, le président de la République a insisté sur la nécessité de mener urgemment de réflexions afin que ces secteurs clés ne soient pas toujours l'objet d'interrogations de la part de la population et même des bailleurs qui manifestent cette volonté de nous accompagner à gagner le pari de la connectivité du pays. Ainsi, pour permettre de jeter les bases de l'assainissement qu'il a souhaité dans ces secteurs, une réunion des hauts niveaux avec les principales parties prenantes est prévue à ces propos. Le président de la République a d'ores et déjà engagé les ministres d'État, ministres d'infrastructures, à lancer, en collaboration avec son cabinet, un examen minutieux des solutions d'amélioration et un rapport est attendu à ces propos dans 20 jours. Grand notable de la Grande Orientale et ancien gouverneur de cette province à l'époque, Médard Aouchaï a été conduit en sa dernière demeure et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lui a rendu les derniers hommages. Suivez. Ils se sont rassemblés ici au Palais du Peuple pour rendre hommage à l'honorable Médard Aouchaï, décédé en novembre dernier 2024, ici à Kinshasa. Députés, sénateurs, membres du gouvernement, notables de la Grande Orientale, ainsi que quelques autorités de la ville, ont tenu non seulement à partager ce moment de douleur, mais aussi à célébrer un homme qui était au service de la nation congolaise. Le président de la République a aussi rendu hommage à cette figure emblématique de la scène politique congolaise. Devant la dépouille mortelle du sénateur Aouchaï, le chef de l'État s'est incliné pour honorer la mémoire de l'ancien gouverneur de la province orientale et a apporté son soutien moral à tous les fils et filles de la Grande Orientale. Acte qui a touché la famille biologique de celui qui était affectueusement appelé patriarche Aouchaï. Honorable Aouchaï a fait une carrière politique marquante. De 2007 à 2012, il a occupé le poste du gouverneur de la province orientale. En 2012, il accède à l'Assemblée nationale comme député, mandat qu'il exercera jusqu'en 2018. Par la suite, il siégera au Sénat de 2019 à 2024, poursuivant son combat pour le développement du pays et la défense des intérêts de ses concitoyens. Décédé à l'âge de 82 ans, il laisse derrière lui un vide immense, non seulement au sein de sa famille biologique, mais également dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu et admiré. Rassembleur, pacificateur, formateur, une source d'inspiration, Médard Aouchaï Assinga restera assurément gravé dans la mémoire collective comme un politique de premier rang.
Et pour votre information, c'est demain que se clôture la session de septembre à l'Assemblée nationale. Mais déjà hier, les élus du peuple ont approuvé 2 projets de loi d'habilitation, y compris la conclusion du rapport synthèse des vacances parlementaires. Anim Balaka et Patrick Badibanga. Plus que jamais, l'Assemblée nationale s'approche lentement et sûrement de la clôture de la session parlementaire de septembre pour l'exercice 2024. À la séance plénière du vendredi 13 décembre, 2 matières ont été examinées, à savoir l'examen du projet de loi d'habilitation du gouvernement et l'adoption du rapport synthèse des rapports des vacances parlementaires des élus nationaux. Dans son mot précédant les débats, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, soucieux de ne pas bloquer la machine gouvernementale pendant que les représentants du peuple sont à vacances parlementaires, a précisé qu'il est nécessaire de doter le gouvernement de certaines lois d'habilitation pour les matières urgentes afin de lui permettre de prendre des décisions idoines pour le bon fonctionnement de la nation. Au cours de cette plénière, 2 projets de loi d'habilitation ont été examinés et adoptés après débat. Il s'agit notamment du projet de loi d'habilitation autorisant la ratification de la Convention sur l'enseignement technique et professionnel signée à Paris le 10 novembre 1989, porté par le ministre. Projet de loi d'habilitation sur la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République, porté par le ministre d'État chargé de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba. La plénière s'est ensuite penchée sur l'examen du rapport synthèse des rapports des vacances parlementaires des élus nationaux. À ce sujet, le président de la commission ad hoc a renseigné que seulement 40% des rapports ont été déposés dans les délais. Le Kasaï est la province qui a produit moins de rapports, soit un taux de 29% de l'examen de ces différents rapports des vacances parlementaires effectués par les députés nationaux dans leurs fiefs respectifs. La commission a relevé les problèmes récurrents à toutes les provinces, entre autres l'absence de l'autorité de l'État, l'arrêt des travaux du programme de développement local des 145 territoires initié par le chef de l'État dans certains coins du pays, les tracasseries administratives et routières sur les axes d'intérêt général par les agents du ministère des Transports. Les territoires des Bitoaba dans le Haut-Katanga touchés par des pluies torrentielles, des écoles ont été éventrées par la violence de ces pluies, un décor apocalyptique qui cache mal d'autres difficultés liées aux multiples barrières sur la voie principale. Quelques élus du peuple se sont rendus sur place. Alors, focus sur ces territoires, c'est à travers ces reportages. Une délégation des députés provinciaux du Haut-Katanga, composée des honorables Kishimba Patrice, Mpoyomba Christian, Kiandoa Kakabukile John, a effectué une mission parlementaire dans les territoires de Mitoaba sous l'autorisation du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kabou Mwamba. Question de s'enquérir de la situation sécuritaire et des dégâts causés par Dame la pluie. Sur place à Mitoaba, les élus provinciaux ont visité l'Institut Sampoué dans un état de délabrement à cause des pluies diluviennes enregistrées il y a peu dans cette partie de la province du Haut-Katanga. L'école ici a été construite dans le cadre du projet de 145 territoires. C'est l'EP Sampoué. Nous éprouvons tant les difficultés. Dans beaucoup de locaux, dans beaucoup de classes, il n'y a pas de bancs. Les enfants s'asseyent sur des banquettes. Je remercie le président de nous avoir construit cette école. Un bâtiment a perdu la toiture. Nous manquons de bancs. Nous étudions dans de mauvaises conditions. Nous manquons de tableaux. Nous manquons de manuels scolaires. C'est pour cela que nous demandons au gouvernement, aussi au président, de nous aider. Toujours à Mitoaba, un homme en uniforme a commis le viol sur une dame. Aussitôt informés, les députés ont rendu visite de réconfort à la victime et lui ont apporté soutien moral et assistance. Sur le chemin de retour, la délégation des députés a constaté plusieurs barrières érigées sur la route, une source de tracasserie pour les usagers. Contrôle les documents comme plaque moto et carte rose. Il y a encore d'autres services comme Transcom, agriculture et pêche et élevage. Ici, il y a 8 services, les services de sécurité. Tout doit se faire en ordre, pas en désordre. Et à la Chambre haute du Parlement, il a été question de l'adoption du projet de loi des finances du pouvoir central exercice 2025. Retour sur cette plénière avec Janine Kalenga et Gilles Ompiana.
Le projet de loi des finances du pouvoir central pour l'exercice 2025 tel que reçu de l'Assemblée nationale avait été envoyé à la commission ECOFIN de la Chambre des sages avec toutes les observations et recommandations des sages de la République pour y subir les améliorations souhaitées en dehors 10 jours et sur les rapports de l'ECOFIN qui a fait l'objet de l'examen de l'adoption au cours de la séance plénière de ce 13 décembre 2024 dirigée par l'honorable Jean-Michel Samalukonde Kenge, président du Sénat. Après une brève présentation faite par le président de la commission ECOFIN, l'honorable Célestin Vunabandi, qui a renseigné sur le déroulement des travaux du 4 au 13 décembre et la lecture détaillée de l'honorable sénatrice Vicky Katouma, rapporteur de la commission, s'en est suivi le débat général ouvert par le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalukonde. Vicky Katouma a épinglé, entre autres, la répartition dans plusieurs domaines et la rétrocession des 40% en province qui n'est pas encore totalement effective. Le débat général ainsi engagé a donné lieu à 10 interventions des sénateurs qui ont relevé des écarts et des incohérences dans les dépenses, la question des fiscalisations de l'eau minérale, le code minier et autres. Autant de questions posées, autant de recommandations encore. Les sénateurs se sont livrés à cet exercice avant de passer au vote. Ce projet de loi n'étant pas adopté en des termes identiques par les deux chambres, une commission paritaire sera mise en place. Et bien sûr, notre bureau de l'ECOFIN sera mis à contribution, surtout pour défendre les questions principales qui ont été les préoccupations des honorables sénateurs que nous sommes. Par le truchement de son président, l'honorable Jean-Michel Samalukonde, le bureau du Sénat a félicité et remercié la commission ECOFIN pour le travail abattu en un temps record. Les entreprises du portefeuille, levier de la croissance économique, c'est l'approche adoptée à l'issue des États généraux du portefeuille. Des travaux clôturés par la Première ministre Judith Suminwa. Chimène Dondo pour plus de précisions. Accompagné et soutenu. Plusieurs recommandations ont été formulées au cours de ce travaux. Le participant ont entre autres proposé, après un examen approfondi, les voies et moyens pour l'amélioration de performances opérationnelles et financières des entreprises publiques, envie de faire du portefeuille de l'État un véritable levier du développement économique et social du pays, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son mot de clôture, la chef de l'exécutif congolais a noté que ces travaux ont souligné l'urgence d'agir pour transformer les entreprises publiques congolaises en levier stratégique pour le développement de la nation. Cette rencontre, riche en échanges et en propositions, a marqué un tournant pour notre pays en jetant les bases d'une réforme ambitieuse et durable de nos entreprises publiques, essentielles à la croissance économique et au bien-être social de notre pays. Les discussions que nous avons eues ont permis de dresser un bilan des défis à relever, de définir des solutions concrètes pour les surmonter. Plusieurs spécialistes ont également proposé quelques pistes pour permettre aux entreprises publiques de participer à la transformation économique du pays. Judith Suminwa Tuluka estime que pour que les entreprises publiques contribuent pleinement à la transformation économique du pays, il est essentiel de revoir leur cadre juridique, repenser leur gouvernance, moderniser leur gestion et réduire leur dépendance à l'État. Elles doivent être dirigées par des leaders compétents et intègres, choisis sur la base de leurs mérites. Il est impératif que l'État reste un actionnaire stratégique, mais doit aussi veiller à ce que chaque entreprise soit autonome, rentable et capable de maximiser ses ressources, s'est-elle exprimée. Jean-Lycée Boussa-Tongwa, ministre du portefeuille, a souligné que des recommandations audacieuses sont sorties de ces assises pour que de mesures courageuses soient prises en vue d'améliorer les performances opérationnelles et financières des entreprises publiques et faire du portefeuille de l'État un véritable levier de développement économique et social de la RDC. Clôturés ce samedi 13 décembre 2024, ces travaux avaient pour thème faire des entreprises du portefeuille un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la République démocratique du Congo. Et des outils de production.
Il a été question de scruter ensemble des domaines communs pour un échange d'expériences. Eh bien, les présidents de la Cour constitutionnelle de la RDC, Dieudonné Kambouleta, et les présidents de la Haute Cour correspondante du Bénin, Dadi Nyamou, ont exploré ensemble toutes les pistes possibles. Edith Chala. Les hautes juridictions ont un rôle important à jouer dans la construction et la consolidation de l'État et de la démocratie dans les États. Elles joueraient plus efficacement ce rôle si elles sont inspirantes les unes pour les autres et si elles partagent les bonnes pratiques. Tel a été le leitmotiv de la demande formulée par Mme Dandi Nyamou, la présidente de la Haute Cour de justice du Bénin, auprès de son homologue de la République démocratique du Congo. Une demande chaleureusement accueillie par Dieudonné Kambouleta, qui a salué la démarche de son homologue béninoise en soulignant que les frontières et les barrières tombent quand les hommes se rencontrent. Quand les hommes se rencontrent, vous sentez que les frontières s'effacent, la cohésion se fait. Et à ce moment-là, nous pouvons nous voir comme des frères et des sœurs, animés d'un même et seul idéal, faire triompher la justice. L'hôte de marque de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a à son tour salué l'hospitalité de la RDC, un pays de grande tradition, et surtout la suite rapide réservée à sa demande en vue d'échanger, à la lumière de leurs expériences respectives, sur les mécanismes de redevabilité et de mise en œuvre de la responsabilité des gouvernements. Les efforts déployés par les présidents de la Cour constitutionnelle pour faire rayonner la haute juridiction congolaise sur la scène internationale, accompagnant ainsi la diplomatie du chef de l'État, ont été salués par la présidente de la Haute Cour de justice béninoise. Les partis lumumbistes unifiés PALU s'élancent dans le débat sur la réforme constitutionnelle. On en parle à travers ces reportages. Suivez. 60 ans après l'accession du pays à l'indépendance, les fils et filles de la RDC doivent se préoccuper de l'État, l'évolution et la bonne tenue de la nation, surtout la vie politique, afin d'en dégager les aspects positifs et négatifs. Emboîtant les pas du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme garant de la nation, le parti lumumbiste unifié a relevé certains points négatifs qui gangrènent encore la société congolaise. Ainsi, le parti cher Ambuta Antoine Gizenga suggère. Il revient aux Congolais et aux Congolais de réfléchir ensemble pour diagnostiquer les maux et adopter les solutions les plus appropriées en vue de promouvoir le salut de la nation et le bien-être de tous. Un tel exercice qui, pour être utile et réussi, implique l'écoute mutuelle de tous et l'inclusivité de toutes les forces vives significatives de la nation, s'avère indispensable et exige pour la capitalisation étatique de ces conclusions qu'il soit initié par celui qui a pour mission primordiale de rassembler la nation et de présider à ce genre de rencontres concernant le devenir du pays et du peuple. Ces responsables suprêmes n'est autre que le président de la République, chef de l'État. C'est pourquoi le PALU soutient la proposition du président de la République de l'organisation urgente d'un tel exercice, pouvant alors ramener la cohésion nationale, seule susceptible de permettre au pays de faire face à toutes les menaces multiformes qui le guettent. Le secrétaire général du PALU, Godefroy Mayobo, estime qu'il est temps que les forces vives puissent privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Les installations de l'Office national des produits agricoles du Congo font peau neuve, s'il faut le dire ainsi. Eh bien, une nouvelle approche du comité de gestion qui s'emploie à améliorer les conditions de travail sur place. Marthe Mangaza-Kalala et Tony Djouma. Un bon rendement dans un milieu professionnel, ce sont aussi des bonnes conditions sanitaires, comme l'exige le Code du travail. Le comité de gestion de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, que dirige Maître Mimi Monganumbi, ne déroge pas à la règle. Les bâtiments, la salle des réunions, les installations sanitaires et différents bureaux ont tous subi une cure de jouvence. Ce, à la satisfaction totale d'un personnel qui a retrouvé son sourire. Il y a lieu de souligner qu'en aussi peu de temps, l'équipe d'urgence a pu accomplir de grandes actions qui nous poussent, nous, agents, à acclamer, parce que le plus important pour nous, c'est d'abord les conditions de vie sociale et de travail.
Une année après, à Kinshasa comme à l'arrière-pays, beaucoup d'efforts sont entrepris pour relever ces géants qui participaient activement à l'économie nationale. Avec les 1,4, n'est-ce pas, % sur les prestations de l'ONAPAC, qui sont payées d'ailleurs difficilement, beaucoup des zones de production sont aujourd'hui occupées. Nous nous sommes battus avec ces pertes de moyens pour faire certaines réalisations dans les provinces. Et ici à Kinshasa, n'est-ce pas, on ne peut pas gérer une boîte sans améliorer les conditions de vie des travailleurs. Donc voilà, après une année, 4 mois, nous pouvons dire que nous avons fait quelque chose à l'ONAPAC. L'ONAPAC, ce n'est pas seulement Kinshasa, nous sommes presque partout en RDC. Et donc les besoins sont énormes. Nous espérons que nous aurons quand même le gros de l'État cette fois-ci pour pouvoir nous aider à aller de l'avant rapidement. Sa brigade antifraude a été renforcée par un lot de motos afin de lutter contre l'exportation frauduleuse de produits pérennes, un manque à gagner pour le pays. La RDC prend la présidence de la conférence de l'autorité du lac Tanganyika. Eh bien, la 12e session de cette organisation a permis de jeter les jalons d'un cadre d'échange d'expériences entre États membres. Rodé Panda pour plus de détails. La 12e session ordinaire des ministres des pays membres de l'autorité du lac Tanganyika a été ouverte par la première ministre Judith Suminwa. La chef du gouvernement congolais a exprimé sa détermination et l'engagement de son gouvernement pour réserver la priorité d'une gestion durable à cette organisation. Elle va veiller personnellement dans la mise en œuvre de toutes ces recommandations formulées lors des différentes sessions antérieures. J'encourage la mise en œuvre sans faille de la charte régionale des États membres de l'autorité du lac Tanganyika portant en mesure de gestion durable de la pêche dans ce lac et son bassin. Lecture des décisions finales, puis est intervenue la passation du bâton de commandement entre le nouveau président de l'autorité du lac Tanganyika, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, ministre congolais de pêche et élevage, et les remplacer, les ministres zambiens de l'économie verte et l'environnement qui cèdent son poste. En ma qualité de président entrant de la conférence des ministres de l'autorité du lac Tanganyika, et avec la facilitation de son Excellence Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre et chef du gouvernement, je veillerai à la mise en œuvre de toutes les recommandations ici de ces travaux. Pour clôturer, le nouveau président de l'ALT a décerné des cadeaux d'encouragement aux acteurs très actifs dans la réussite de l'organisation de ces activités de l'autorité du lac Tanganyika. Le grand séminaire de Maïdi dans le Congo central, un nom qui sonne religion, eh bien ce grand séminaire est resté sans électricité pendant très longtemps. Les équipes de la SNEL étaient à pied d'œuvre pour rétablir l'électricité et c'est chose faite. Yvette Makuntima nous en parle dans ses reportages. Les grands séminaires des Maïdi, presque un siècle d'existence dans la formation de jeunes prêtres, 1931, lointaine soit-elle, fut l'année de la création de ces réservoirs du savoir religieux. Depuis des lustres, cet établissement est resté dans le noir, sans électricité, en charge des 5 diocèses, notamment les diocèses de Matadi, Boma, Kisantu, du Congo central et l'archidiocèse de Pointe-Noire, ainsi que celui de Ouesso, de la République du Congo. Vu le nombre croissant des étudiants actuellement, 118 et 15 formateurs, les projets de l'électrification des localités des Maïdi, Ngeba et Linfou, portés par la SNEL SA à travers son directeur général, Fabrice Lucinde Walusangi Kabemba, est une réalité dans cette partie du Congo central. Autrefois, nous n'avions du courant que dans la soirée de 18h30 à 22h. Maintenant, nous pouvons travailler avec nos machines, nous pouvons conserver tout ce que nous avons à acheter ailleurs sans se faire autant de soucis là-dessus. Et cette lumière fait en sorte que même le banditisme puisse essayer de s'éloigner de cette contrée. Une ligne de 13 km est tirée à partir du poste haute tension de Kisantu avec une cabine de 250 kVA alimente le grand séminaire des Maïdi et les villages environnants. L'électricité pour tous, un vaste programme de la SNEL SA qui répond à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de l'électrification des différentes localités et autres agglomérations de la République démocratique du Congo.
Au Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, l'heure est à la signature de la convention collective révisée, nous dit Nadine Foutouka. Suivez. La Direction générale du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses a résolu de tourner son regard vers l'adaptation de textes directeurs et l'organisation du dialogue social après quelques investissements porteurs de l'objet du CEC. Et ce, avec l'implantation du laboratoire ultramoderne de Moussompo à Kolwezi dans la province du Lualaba. 4 mois ont suffi aux négociations banques syndicales employeurs pour revisiter la convention collective ayant fait l'objet de la signature ce 13 décembre 2024 des autorités compétentes dans l'enceinte du CEC. Un véritable cadeau de Noël ayant regroupé le personnel devant le responsable, une occasion pour le directeur général, Freddy Mwamba-Koninku, d'assurer l'assistance sur les grands investissements de 2025. Ce projet confirme ses prédispositions de demeurer toujours à l'écoute des travailleurs. Le président du conseil d'administration, Daf Kalimba Kanchama, a plutôt paraphrasé le chef de l'État sur le mérite des investissements du CEC pour notre pays qui aspire à un développement durable. Invité d'honneur, l'inspecteur du travail a vite fait de rappeler les fonctions normatives et régulatrices de la convention collective. Pour lier l'utile à l'agréable, des prix ont été remis au PCA, au DG et au DGA, sous les ovations de l'assistance. Quelques provinces y ont été représentées par leurs délégués syndicaux invités pour la circonstance. Ils ont été finalement rapatriés dans leur pays d'origine, les Burundis, les ex-combattants du groupe armé FNL Red Tabara, installés au camp des transits aux environs d'Ouvira, dans le sud Kivu, ont bénéficié, avant de partir, de quitter le sol congolais, d'une assistance dans le cadre de leur réinsertion et réintégration communautaire. Peggy Mukunda. Suite à l'atelier de Bujumbura pour l'élaboration du cadre légal pour la réinsertion et réintégration communautaire des éléments du groupe armés étrangers burundais, dont dépendront le processus de rapatriement des membres du groupe armé burundais FNL opérant en RDC. La délégation Burundi, PDDRCS et partenaires ont effectué la visite au site de transit des démobilisés FNL et Red Tabara, groupes armés de Burundi. Ces derniers viennent de bénéficier d'un don de vivre. En tout cas, je vous dis aussi de passer le message à celui qui est malade, qui ne se sent pas isolé. Nous sommes au courant de sa situation et nous faisons tout pour veiller à sa santé. À savoir, dans ces sites sont cantonnés 19 ex-combattants, 16 sont des FNL et 3 des Red Tabara, tous des sexes masculins. Parmi les 17 dépendants, il y a 5 femmes et 12 enfants, parmi lesquels 2 nourrissons nés pendant leur séjour au site de transit. Le pragmatisme étant le principe de la nouvelle équipe dirigeante du PDDRCS, malgré les difficultés financières, produit les effets positifs. Cette question, comment désengorger Kinshasa et diminuer la fréquence des embouteillages, le comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa vient de signer un protocole d'accord avec l'entreprise Kipelo Machid pour la construction d'une nouvelle cité dans la commune urbano-rurale de Maluku, Chimène Dondo. La société EKMM est spécialisée dans le projet électrique de diverses tailles. Elle a implanté en RDC dans la ville de Kolwezi, Lubumbashi et Kinshasa, mais aussi en Afrique du Sud. Elle est prête à accompagner techniquement et financièrement l'État congolais pour la fourniture en électricité dans le cadre du projet d'extension de la ville de Kinshasa à Maluku. Ils vont travailler sur un développement d'un projet électrique avec panneaux solaires, donc l'électricité solaire, développement dans le projet de la mise à disposition des engins pour le terrassement et tous les aménagements, ainsi que développement d'un projet immobilier sur une cité dans la nouvelle ville. Le projet extension de la ville de Kinshasa s'étend sur la superficie de 43 323 hectares à plus de 60 km de l'actuelle ville de Kinshasa et à plus de 25
km de l'aéroport d'Ndjili. En Sosin, plusieurs zones urbaines seront construites aux standards modernes et écologiques. La zone urbaine suivante seront aménagées. Zones construites, centres administratifs d'affaires, zones de développement axées sur les événements internationaux, le tourisme, l'organisation de colloques, de grands spectacles dans le domaine du sport. Nous sommes venus, c'est pour accompagner la vision du chef de l'État, qui est celle de prendre le Congo par la main par les Congolais. On ne peut pas avoir un projet de développement d'une grande civile qui est Kinshasa, qu'on veut développer, mais qu'on laisse dans les mains des autres. Le projet connaît un impact visible et immédiat tant sur le plan économique, socio-environnemental, touristique, écologique, administratif et culturel qui contribuera à l'attractivité de la capitale, province-ville de Kinshasa. Les violences sexuelles en milieu scolaire, encore un tabou, et les victimes parfois sont sous la loi de l'Omerta. Pour briser ces silences, les questeurs de l'Assemblée provinciale Socrates Mubengai étaient dans 3 écoles de la municipalité de Mongafula. Images et commentaires. Une démarche qui s'inscrit en marge de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Maître Socrates Mubengai, député provincial élu de Kinshasa, qu'on surnomme dans une certaine mesure masculinité positive, a sensibilisé les élèves des écoles groupes scolaires de Mongafula, complexe scolaire Cardinal Maloula et les groupes scolaires Tumba dans la commune de Mongafula sur les violences faites aux femmes et jeunes filles. L'élu de Mongafula a invité les filles à dénoncer leurs agresseurs à chaque fois qu'elles seront victimes. Une exhortation qui cadre avec les thèmes de la journée, formulés comme suit. Éducation et respect, construire un environnement scolaire sûr et inclusif pour les filles et les femmes. L'option que nous avons levée, c'était de créer un environnement sûr et inclusif dans le milieu scolaire. Travailler avec les écoles, nous pouvons plus inclure des méthodes de prévention pour préparer nos filles, nos jeunes filles, ainsi que nos femmes, à comment s'abstenir, à comment dénoncer ces genres d'harcèlement que nous vivons chaque jour. Cette campagne de sensibilisation sur les violences faites à la femme va s'étendre également à d'autres provinces dans les jours à venir. Les vieilles gloires, les anciens léopards ont échangé avec le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. D'autres détails dans ses commentaires dans l'Mbikaï. À Kinshasa pour participer au match des galas en faveur des orphelins de la guerre d'agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo, les anciennes gloires du foot congolais avaient sollicité et obtenu une audience auprès du président intermédiaire de l'UDPS, Augustin Kabouya. Cette délégation, conduite par le président des anciens footballeurs de la RDC, Aziz Makoukoula, qu'a accompagné Santos Moutoubil, Gladys Bokesse et tant d'autres, est venue plaider auprès du député national les reconnaissances publiques pour les services rendus à la nation. Dans sa réplique, le leader de Moamba a rassuré ses hôtes du soutien du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son engagement pour élever les sports congolais avant de porter leur voix à l'Assemblée nationale. Il faut soutenir Mokonzambo. C'est quelqu'un qui aime les sports, qui aime le football. N'habitez s'il y a déjà un président, même les Loparo, Bazouaga Coupe d'Afrique en 68, en 74, au sortir de cette entrevue, ces anciennes gloires du football congolais n'ont pas caché leur satisfaction. Nous, on veut que le football soit remis aux footballeurs. Remercier d'abord le chef d'État pour avoir montré le patriotisme, qui est un homme du peuple, qui est un homme qui aime le football, le ballon rond. Il faut maintenant que notre sport, je parle du sport en général, dont le football en particulier, puisse s'élever, retrouver la place qu'il avait dans les années antérieures. Cette audience fait suite à leur rencontre il y a quelques jours à la soirée organisée par le président de la République après leur match de légende. Les assises initiées par les cadres permanents de concertation de la femme congolaise CAFCO, le rôle de la femme dans la recherche de la paix, mais aussi son rôle auprès des instances de prise de décision. On en parle à travers ces reportages.
Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO en sigle, a organisé une table ronde sur la paix avec les femmes politiques et celles de la société civile pour que les femmes participent d'elles-mêmes à l'information, qu'elles soient à mesure de donner le meilleur d'elles-mêmes pour la chose publique. Notre cheval de bataille est que la femme soit outillée, que la femme ait l'information nécessaire, que la femme soit à mesure de donner son expertise, ses compétences, comme son homologue masculin, pour la gestion de la chose publique. Nous devons conjuguer nos efforts ensemble, nous devons lier des alliances pacifiques pour conduire ensemble, gérer ensemble ce beau pays que Dieu nous a donné. La paix, c'est une nécessité pour notre pays et nous traversons une période de turbulence très compliquée. Les risques, c'est la rupture de la paix. Alors il est vraiment très important que nous puissions, CAFCO a organisé cette rencontre pour que nous puissions échanger autour de cette question de la paix et accompagner les femmes à comprendre qu'effectivement la paix c'est une nécessité. Ce dialogue va aider les politiques et les femmes leaders de la société civile pour qu'elles puissent comprendre l'importance de tisser des alliances pacifiques pour que les femmes et hommes puissent enfin bien gérer ce pays. Parlons médias dans ce journal. L'association des techniciens professionnels était en réunion statutaire. On en parle à travers ses commentaires de CCEP Loka. C'est au terme d'un débat houleux et très riche en propositions que ces statuts de l'Association des techniciens professionnels de l'audiovisuel de la République démocratique du Congo ont été adoptés à la grande satisfaction des membres et du président en exercice, Champion Dangui. Ce que nous pouvons nous demander, c'est le respect mutuel. Nous ne sommes pas des petits enfants. Nous devons nous dire que nous sommes là pour un travail. Nous sommes venus, ça dit pour réfléchir. Je peux vous rassurer, on mettra la rigueur, mais ça sera dans la simplicité. Parce que nous sommes dans une famille et chacun de nous ici est important. Nous ne souhaiterons pas qu'il y ait de manque de respect. Et ça a été un plaisir. Je dirais grandement merci à tous les techniciens de l'audiovisuel. Parce que l'attaque à vie joue aujourd'hui. Certains membres de cette organisation ont profité de l'occasion pour délier leur langue à propos de certaines réalités. Aujourd'hui, nous ne pouvons jamais parler de la télévision, les moyens de la communication. Pensez aux techniciens. Aujourd'hui, l'attaque vient de sortir. Ici, nous retrouvons entre nous les techniciens de la télé pour permettre à ce que nous travaillons dans la performance, dans le professionnalisme qui permet à ce que les gens nous considèrent. Parce que souvent, les techniciens qui négligent. La première étape étant franchie, la préoccupation reste l'obtention de la personnalité juridique pour qu'elle soit effectivement opérationnelle sur le terrain. Et pour terminer, parlons religion dans ce journal. L'évêque d'Idiofa, Monseigneur José Moko, a célébré une messe en mémoire de l'évêque de Kikwit, Édouard Mounounou. On en parle en travers ces reportages. 2 ans après le décès de l'évêque émérite Mounounou du diocèse de Kikwit, une messe d'action de grâce en sa mémoire a été célébrée à la paroisse Saint-Augustin de Lemba par l'évêque José Moko du diocèse de l'Idiofa, qui, dans son homélie, a penché sur le cœur plein d'amour de l'évêque émérite Mounounou, qui avait un esprit de pardon, disait-il. Le pardon libère et pousse les chrétiens à aller de l'avant. Il a laissé un héritage. Et il y a des héritiers, il y a des héritières. Les héritières ont fêté aujourd'hui une année à la suite de leur père. C'est la responsabilité, c'est un grand honneur de porter les noms d'un si grand pasteur. Ma soeur Ghislaine qui est là, a entendu cela et c'est entré dans ses oreilles. J'ai entendu aussi les commentateurs tout à l'heure rappeler cela. C'est un grand honneur d'être prêté de l'église. Et donc c'est une responsabilité.